Moi, je dirais que mon parcours est passionnant et il est inspirant. Parce que c'est pour dire qu'on peut réussir partout où on est. Il suffit d'aimer ce que nous faisons et de faire du sérieux, de se trouver les moyens pour aboutir aux objectifs. Moi, je dirais que je ne regrette rien. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé dur pour l'être. Donc, je n'ai pas de regrets. Je rends grâce à Dieu pour toutes ses forces. Je salue ma maman de passage. C'est elle qui est vraiment mon modèle. C'est elle qui m'inspire. Et tout ce que je gagne ou je fais dans la vie, c'est grâce à elle. Donc, je suis très fier d'elle. Et je suis très fier d'être son fils. Bonjour, bonsoir, chers inspirateurs. Bienvenue dans votre podcast qui inspire et qui pousse à l'action. Vous le savez bien, vous le comprenez à partir de ce nom que ce podcast, il vous inspire, il promeut l'excellence locale et il appelle à l'action. Il appelle surtout les plus jeunes à l'action. L'idéal qui se cache derrière, c'est que vous, jeunes, preniez exemple de tous ceux-là qui vont passer sur nos différents plateaux et qui vont partager avec nous leurs réussites, leurs échecs, mais surtout leur secret de parcours le plus important. Dieu faisant bien les choses, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau studio et nous sommes à la dibiterie Bae Frères. Nous recevons un invité, mais avant de parler avec lui, si vous êtes prêts, nous on est prêts. Osa, bien. Bienvenue dans votre numéro et ce soir, nous sommes dans un nouveau studio, nous sommes à la dibiterie Bae Frères qui nous accompagne et qui nous reçoit. Merci à eux. Ce soir, nous recevons un jeune avec qui nous allons échanger sur deux aspects. Premièrement, sur son parcours comme tous les autres invités, mais en plus, nous mettrons un accent sur ce que lui, il fait, l'enseignement. Avant que moi, je ne parle de lui, à lui la parole. Bonsoir et bienvenue chez Inspiration. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir pour moi. Alors, ça va? On est en forme? Oui, ça va. Bienvenue chez Inspiration. Merci beaucoup encore une fois. Je suis Mamadou Kindi Diallo, actuel proviseur du groupe scolaire Diolo. Je suis très heureux de partager ce plateau avec vous. On est très heureux également de vous recevoir pour partager, échanger et inspirer l'idéal qui se cache derrière ce podcast, comme vous l'aurez entendu et vous l'aurez compris. Alors, pour ceux-là peut-être qui nous regardent, ils se demandent vraiment c'est qui en profondeur Monsieur Mamadou Kindi Diallo. Bon, Monsieur Mamadou Kindi Diallo est un enfant de l'abbé. Je suis né à l'abbé dans une famille polygame. C'est à l'abbé aussi que j'ai passé mes études primaires et secondaires. Donc mes premiers pas d'écolier, je les ai effectués à l'école primaire de Poreko. Ça c'est, je n'avais que 6 ans. J'ai suivi ma mère qui enseignait au sein de cette école. Au début, c'était bon, on m'a dit juste d'aller en première année pour accompagner les autres. Et finalement, j'ai été retenu. J'ai passé les compositions. J'ai été admis. Donc, en 2002, j'ai eu l'entrée en 7e. Je me rappelle, j'étais le 7e de la préfecture. Et je venais d'une école publique, et pas au centre-ville. Ah oui. Mais c'est dans un quartier périurbain. Périurbain, bien sûr. Et de là, j'ai été envoyé au collège Tata. C'est nous qui avons ouvert ce collège en 2002. Je suis de la première promotion, 7e année du collège Tata. J'ai passé le collège en
2006, j'ai eu aussi le BEPC. Également, j'ai été premier au collège Tata. Wow. Le 7e en premier. Oui. Donc, après, j'ai été envoyé au lycée Ouro pour faire les sciences mathématiques. Donc, de 2006 à 2009, j'étais au lycée Ouro. C'est là où j'ai passé le bac. Je l'ai eu en 2009. Et de là, j'ai été également orienté à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, au département télécommunications, à l'Institut Polytechnique. Ok. Donc, c'est pour vous dire que je suis un fruit de l'école guinéenne. Ah oui. C'est ici que j'ai fait toutes mes formations. Et Dieu faisant les choses, maintenant on revient à la charge aussi pour former les enfants. Ah, Donc voilà un peu mon parcours côté études. super. Et à l'université, comme vous l'avez dit, c'est à Conakry que vous avez fait vos premiers pas d'étudiant et s'il faut tout le cycle universitaire. Oui. On se demande sûrement, on sait que l'université c'est pas facile, comme on le dit et comme on le vit actuellement. Chacun qui va pour faire vraiment ses études supérieures revient pour dire non, nous on a souffert. Pour vous, c'était comment à l'université? Comment vous avez fait vos différentes années d'université? Bon, comme tout jeune étudiant guinéen, nous avons aussi traversé des moments difficiles. Ok. Mais comme on savait déjà pourquoi on était là, l'objectif était là, Ouais. je crois qu'on a su surmonter ces obstacles pour qu'on passe les 4 ans comme prévu et revenir avec le diplôme. Ouais. Donc, c'est vrai, ça n'a pas été facile, mais on a su joindre les bouts Ok. pour aboutir à l'objectif escompté. Ouais. Et aujourd'hui, on se demande, après les études, 4 années d'études en télécommunication, quelqu'un qui nous écoute, il se demande sûrement, ce diplôme de télécom, il devait servir à quoi? Est-ce que vous avez eu à utiliser ce diplôme ou après les études, qu'est-ce qui a suivi peut-être? Malheureusement, je suis de formation ingénieur télécom, de télécommunication, mais très tôt, quand j'ai fini comme tout jeune étudiant, vers la fin, chacun tente à avoir une bourse pour aller étudier ailleurs. Ouais. Malheureusement, moi, la chance ne m'a pas souri. Donc après les études, l'échec du voyage, je me suis dit que peut-être on peut échouer par là, mais réussir de l'autre côté. Donc déjà à Gamal, on avait une association de jeunes, d'étudiants. Donc à travers ça, j'ai essayé de rédiger des statuts et règlements intérieurs pour une association Ok. que j'avais mis en place avec les amis avant que je ne revienne. Ok. Donc quand j'ai tenté à Conakry, pas de stage, pas de boulot, les études sont finies, je me suis dit c'est mieux de revenir à la baie. On peut aussi vivre ici et réussir. Ok. Donc je suis revenu. On a fait les démarches, on a eu l'agrément de l'association. On a réalisé beaucoup d'activités à l'époque. On faisait partie des associations les plus dynamiques de la baie. Ok. Donc, ce qui même a valu que je travaille avec le DPJ à l'époque. Ok. Et souvent, c'est moi qui représentais la plupart du temps les jeunes dans les colloques. En tout cas, souvent je partais, je voyageais à Conakry partout pour représenter les jeunes de la baie. Ok. Donc, j'ai été aussi recruté à travers un plan d'offres, comment on appelle ça, un appel d'offres Ok. du ministère de la Jeunesse. On avait fait des tests, on a été recruté comme animateur socio-éducatif. Ok. Nous avons suivi des formations. Après, à la fin, on a été certifié par le CAFA, le certificat d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ok. Donc, avec ça, avec ce certificat, bien sûr, on a réalisé beaucoup d'activités au compte du ministère de la Jeunesse. Ok. Et à travers ça, j'ai travaillé avec les institutions
qui travaille avec la direction préfectorale de la jeunesse. On a fait beaucoup de missions. Je me rappelle, j'ai été jusqu'à Galaoundou, Felokundwa, Wow. pour des activités avec C'est UNICEF. profond. Voilà. Donc cela m'a beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup d'expérience à travers ces activités. Donc voilà un peu le début, quoi. Ok. Voilà. Et on vous connaît professeur d'établissement. On se demande, est-ce que vous aviez peut-être, comment vous avez trouvé cette vocation-là de devenir professeur? Est-ce que c'était un choix ou c'est tout naturellement parce que vous étiez diplômé, que vous n'aviez pas trouvé quelque chose à faire en télécommunication? Bon, en télécom, j'avais commencé un stage ici à la Sotelgui en 2011. J'étais encore étudiant. Ok. Et avant même qu'on ne finisse notre stage, la Sotelgui a été fermée. Et vous savez, chaque année, il y a des centaines d'étudiants qui sortent du département de télécom. Ouais. Et il n'y avait que 2 ou 3 sociétés privées où tout le monde postulait. Donc ce n'était pas facile. Ouais. Donc moi je suis revenu. Je me suis beaucoup plus impliqué dans les activités de jeunesse et d'ONG. Ok. Donc du côté de l'éducation, ce n'était pas ma priorité. Ok. Ce n'était même pas une option, je peux dire. Parce que pour la petite histoire, moi je n'ai jamais écrit une demande pour envoyer au responsable du groupe scolaire Diolou pour me recruter. Wow. Bon, j'étais venu retirer le livret de mon neveu. Ok. Il devrait changer d'école. Et là, je trouve mon professeur de physique-chimie au collège qui avait 2 classes pour un cours de chimie où il ne pouvait pas prendre. Ok. Et quand je suis venu lui saluer, il m'a reconnu et tout. Il dit, tu as fini? J'ai dit oui. Il dit, ça tombe bien. J'ai un cours là, c'est toi qui dois prendre ça. J'ai dit, malheureusement, monsieur, je ne suis pas enseignant. Et je n'aspire pas aussi à enseigner. Il dit, oui, je le sais. Mais moi, je t'ai enseigné, je connais qui tu es. Non. Je crois que c'est une opportunité pour l'école. Ouais. Donc, avec le censeur, ils ont managé ça. Et malheureusement pour moi, je rentre à la maison, ou peut-être heureusement, je l'explique à ma mère. Et directement, elle a dit, là, tu as la corde au cou. Quand ton maître te dit de faire quelque chose, c'est ce que tu dois faire. J'ai dit, mais vous savez, j'ai beaucoup d'activités, je ne suis pas tranquille. Il dit, va te planifier. Mais ces cours-là, tu dois l'honorer. Donc de là, je suis parti, j'ai rappelé le monsieur. De passage, je le salue, c'est monsieur Thierno Sadou Diallo, Ok. l'actuel principal du collège Tata. Ok. Donc, finalement, on s'est entendu. Parce que je n'avais pas le choix. Je ne peux pas dire non à ma mère. En fait. Ah oui. Ok. Donc, il m'a donné la documentation et tout. Finalement, j'ai fini par prendre le cours. Et le censeur qui était là aussi, c'était un jeune avec qui j'entretenais de très bonnes relations. Ok. Donc, il a beaucoup pesé aussi aux côtés de monsieur pour que je prenne les cours. Parce qu'il m'avait même appelé. Je me rappelle, après l'école, j'étais à la préfecture, il m'avait rappelé. Ok. Il me dit, Joe, il faut vraiment venir. Donc tu Tu prennes dois ce cours. honorer ton maître et tout. Donc il y avait des pressions par-ci, par-là, mes frères et tout. Finalement, j'ai pris. Non. Bon, c'était un mardi, je viens, je donne mes cours. J'ai enseigné une semaine, un mois, toute l'année. Il n'y a pas eu de reproche. Et en fin d'année, c'est le proviseur qui m'appelle pour me proposer encore d'autres cours de physique. Oh, wow. Où il y avait un petit souci. Donc c'est comme ça a commencé. Non. Ouais. Et après, vous avez tenu combien d'années en qualité de professeur? Parce que mon premier cours, je l'ai tenu le 3 février 2014. Wow. Donc, du 3 février 2014 jusqu'en 2022, j'étais en classe. Ok. Et jusque-là, je suis en classe. Je ne suis pas toujours sorti de la classe. Ok. Parce que l'enseignement, on dit l'appétit vient en mangeant. Ouais.
quand tu commences à enseigner, tu as le goût d'enseigner. Tu as l'amour des enfants. Tu ne peux pas les abandonner. Donc c'est comme ça on s'est lancé dedans. Finalement, de 4 heures de cours, j'étais à un moment donné le professeur le plus chargé de l'école. De l'établissement. De l'établissement. Wow. Donc, c'était pas facile, mais j'ai tenu. J'ai tenu. Il fallait honorer mon professeur, il fallait honorer ma mère, c'est son métier. Donc, de tout ce que je faisais, c'est ce qu'elle appréciait le plus. Donc, je n'avais pas le choix, en fait, de dire non. Je me suis accroché. Et puis, petit à petit, je crois, ça va. Ça a donné, parce qu'aujourd'hui, vous êtes proviseur. On a envie peut-être directement de savoir comment c'est parti cette transition du professeur au proviseur, surtout dans le même établissement. Bon, vous savez, c'est une école où j'ai été très fidèle à cette école. Okay. Pendant toutes ces années, je n'ai pas bougé de cette école. Wow. Il y a beaucoup qui viennent, qui partent, mais moi, je suis toujours resté. Donc, je voyais cette école comme ma maison, en fait. Okay. C'est là que tout a commencé. Si j'ai eu le goût d'enseigner, l'amour de ce métier, c'est à travers les collègues qui étaient là, et les encadrants qui étaient là. Donc, ils m'ont donné le goût de travailler avec eux. C'était un climat vraiment très, très appréciable. Okay. Donc, ce qui a fait que c'était pas difficile pour moi. Parce que de 2014 à 2022, c'est la dernière année. En 2022. En 2022 que j'ai pris des cours dans une autre école, parallèlement à Ndiolo. Une école, deux écoles, je me rappelle, où c'est des amis aussi qui géraient, qui m'ont tellement demandé, il fallait que je vienne aussi les appuyer un peu. Okay. Donc, c'est la seule année. Sinon, pendant plus de 10 ans, j'étais dans la même école. Donc, c'était pas facile. Et après, quand le censeur qui était là a eu un empêchement, il fallait qu'il change d'air. On lui a demandé de trouver un remplaçant. Il dit c'est seul M. Kindi qui pourra me remplacer. Donc avant de devenir proviseur, vous avez été censeur là-bas? Bien sûr. Ok. Donc de professeur, j'ai été promu censeur. J'ai fait 2 ans au censorat. Okay. Et pendant ces vacances, le proviseur aussi qui était là, lui aussi, il a trop servi. Cette année, il a demandé à passer la main. Okay. Avec l'âge, c'est pas facile. Et là, on lui demande également qui peut le remplacer. Wow. Il me propose, mais cette fois-ci, ça n'a pas été comme au poste du censorat. Okay. Cette fois-ci, j'avais passé un entretien. Un entretien, donc il y avait eu un test derrière. Oui. C'était pas le climat de confiance uniquement qui a... Bien sûr, quand j'ai été 2 ans au censorat, l'école avait changé d'image. Il y a eu beaucoup de changements, les résultats étaient très satisfaisants. Okay. Donc je crois que tout ça a pesé pour que je sois choisi. Mais il fallait aussi qu'il soit rassuré, peut-être avec ma jeunesse. Ouais. Est-ce que je peux remplacer un vieux de plus de 60 ans d'expérience dans l'enseignement? Parce que c'est lui qui l'a dit, il a fait 61 ans de service dans l'enseignement. Waouh, c'est doyen. Donc il a enseigné d'abord ici, au temps du premier régime. Okay. Et il est parti en Côte d'Ivoire, où il a enseigné jusqu'à la retraite. Maintenant, après la retraite, il est revenu à Conakry. De Conakry, il est revenu à Ndiolo. Il a fait 19 ans à Ndiolo avant de raccrocher cette année. Wow. Donc, j'ai passé un test de plus d'1 heure, 2 heures de temps, où les fondateurs vraiment voulaient se rassurer que c'était la bonne personne avant de passer à l'action. Wow. Heureusement, certainement, j'ai réussi au test. Et c'est par après j'ai vu l'annonce que j'ai été promu proviseur. Ouais. Donc voilà un peu comment... C'est une belle histoire de celui qui ne voulait pas faire l'enseignement, de celui qui n'avait pas l'enseignement
comme vraiment métier cible. Vous vous retrouvez professeur, du professeur au censeur, du censeur au proviseur. Vous l'avez dit dans vos propos, vous êtes jeune. Il fallait passer ce test-là peut-être pour que la fondation se rassure. Est-ce que de par le jeune âge, il peut tenir à être vraiment à la tête de cet établissement? Et aujourd'hui, vous, comment étant jeune, vous parvenez vraiment à gérer tout ce qu'il y a comme... On sait que dans l'administration, il y a toujours... C'est pas facile de gérer. Il y a toujours des manquements, des petits problèmes ou conflits. Comment vous, en tant que jeune, vous parvenez vraiment à trouver solution à cela? Bon, moi j'ai eu deux opportunités. Ok. D'abord, j'ai été censeur. Le censeur d'une école, c'est l'ouvrier. Wow. Parce que c'est toi qui gères directement les élèves et les professeurs. Ok. Donc quand tu assures cette fonction, le poste de proviseur, c'est pas trop différent. Ok. Mais là-bas, il y a la fonction administrative, il y a la fonction pédagogique, il y a la fonction sociale. Ok. Et quand tu prends le censeur, lui, il s'occupe que de la pédagogie presque. Donc Ok. tout ce qui concerne les élèves et les enseignants directement, c'est lui. Donc pendant 2 ans, j'ai géré les professeurs et les élèves. Ok. Le proviseur que j'avais, c'était un doyen. Donc pratiquement, c'est nous qui gérions beaucoup de choses. On Ok. lui demandait parfois de se reposer et tout. Nous, on s'est mis à l'exercice. Donc, c'est ce qui a beaucoup facilité. Et le proviseur que moi j'ai remplacé, c'est quelqu'un de très expérimenté. Ok. Un monsieur qui a un très bon cœur. Quand tu travailles auprès de lui, tu apprends. Ok. En fait, il s'adapte à toutes les générations. Si tu nous trouvais au bureau, tu pensais qu'il a presque le même âge que tout le monde. Il s'adapte à toutes les générations. Ouais. Donc, on a su profiter aussi de son expérience pour que vraiment nous puissions gérer l'école sans problème. Je crois que, en tout cas, on a débuté l'année dans de très bonnes conditions. Et déjà, je maîtrisais beaucoup la situation. Parce que même les vacances, j'y travaillais. Ok. Donc, je n'ai pas eu de problème pour prendre ce poste-là, pour l'assurer. Je n'ai pas ce problème. Eh bien, on vous souhaite bonne chance également aussi. Merci beaucoup. Et justement, peut-être pour continuer sur la même lancée, c'est aujourd'hui, vous avez commencé par être enseignant. Pendant peut-être cette période que vous avez enseigné là, quelles sont, selon vous, peut-être les compétences ou les qualités qui vous ont permis vraiment de servir en qualité de bon professeur au sein de l'établissement? Bon, vous savez, comme on dit, tout ce que tu dois apprendre, il faut bien apprendre. Ouais. N'enseigne pas qui le veut, surtout au privé. Ok. Le privé, c'est la qualité. Jeune, moi, quand je suis venu en Ndiolo, je suis l'un des premiers jeunes à être recruté en Ndiolo. Ouais. Je n'avais pas encore 25 ans. Ok. Donc, ce n'était pas facile. La direction a même forcé la fondation pour que je sois Accepté à la première année. Wow. J'étais très jeune, fraîchement sorti de l'université, mais avec l'encadrement de la direction, j'étais très rigoureux. Je faisais preuve d'autorité. Moi, mon cours, mes élèves le savent, ils regardent, ils vont témoigner. Ah ouais. Quelqu'un qui n'apprend pas, tu fuis mes cours. Ouais. Donc cela a beaucoup pesé. J'étais très rigoureux quand je donnais les cours, jusqu'à présent même. Moi, un monsieur m'avait dit quoi, si tu veux être enseignant, il faut des principes à respecter. Il faut être propre, c'est-à-dire soigner son apparence. Il faut connaître ce que tu donnes, maîtriser ce que tu donnes. Il faut éviter les fréquentations des filles. Donc quand tu évites ça, je crois que tu seras un bon professeur. Donc il y a ces points-là sur lesquels
il faut que les jeunes s'inspirent de ça. Si tu dois enseigner, il faut faire preuve de rigueur, de discipline et savoir vraiment faire la part des choses. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, si on fait un peu une lecture de peut-être du monde où on est en train de vivre, on a tendance à voir, et c'est une réalité également, que l'éducation pour les jeunes, c'est devenu, si vous voulez, un point de chute, c'est devenu un point d'ancrage. Quand lorsque ça ne va pas de l'autre côté, je migre vers l'enseignement, vous allez entendre, bon, je suis en train d'enseigner jusqu'à ce que je trouve un boulot. Oui. Et je ne sais pas, quelle est votre lecture peut-être face à cette perception de l'enseignement par certaines personnes? Bon, vous savez, avec le manque d'enseignants, il ne faut pas aussi ignorer ce point. Ok. Tous ceux qui ont un petit niveau pensent qu'ils peuvent enseigner. Mais vous savez, au privé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut la qualité. Ouais. Moi, je vais appeler les jeunes à accepter d'abord de se former. Se former. Ok. Quelqu'un qui n'est pas bien formé ne peut pas former. Ouais. Parce que vous savez, l'enfant modélise son maître et ses parents. Mais entre aussi ses parents et son maître, parfois il choisit son maître. Ouais. Ce que monsieur dit, même ça. si c'est faux, c'est ce que l'enfant prend. Ah oui. Donc il faut que les jeunes acceptent de se former. Pourquoi j'insiste? Même pendant la préparation de l'ouverture, j'ai reçu des jeunes qui voulaient enseigner chez moi. Mais moi, j'ai une politique. Quand tu viens chez moi, c'est très simple. Ok. Tu veux enseigner, d'accord. Tu as le diplôme, tu as le CV, peut-être, ainsi de suite. Mais la demande, tu l'écris devant moi. Ok. Quand tu viens, je te donne un stylo, je te donne un papier. Je te dis, installe-toi ici, écris ta demande. Ok. Donc, il y a un jeune là-bas qui était venu. Je lui ai demandé d'écrire sa demande. Finalement, le monsieur se servait du téléphone pour écrire une demande. Wow. Il a compris que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Lui-même, il a compris son résultat avant de sortir. Donc, c'est pas facile, quoi. Il faut que les jeunes acceptent de se former. Ah ouais. Parce que moi, je sais comment on a étudié. À notre époque, si tu as un ami qui a un livre à Dakar, tout le monde ira à Dakar pour exploiter le livre. C'est comme ça qu'on a préparé le bac. Wow. J'ai des amis aujourd'hui qui sont en Europe, certains sont à Conakry, avec lesquels j'avais préparé le bac. Mais on se retrouvait, partout il y a les documents, c'est là-bas on se retrouve pour les exploiter. Wow. Et maintenant, le monde que nous vivons, c'est le professeur qui fait tout. C'est lui qui donne le cours, c'est lui qui fait les révisions. L'enfant ne fait que consommer. Ouais. Et tant que l'enfant ne se met pas lui-même à la tâche, ça ne peut pas aller. Donc, on n'enseigne pas qui le veut. Ouais. Si on veut se lancer dans l'enseignement, il faut qu'on accepte d'apprendre. C'est ce que je voulais dire. Très intéressant. Et si on se demande forcément, parce que vous avez commencé après les études en télécommunication, 4 années à Gamal en télécommunication, vous vous êtes retrouvé directement dans l'enseignement. Les gens se demandent, est-ce que peut-être vous avez eu, bien avant d'aller peut-être dans l'enseignement, à utiliser ce diplôme, parce que je dis ça parce que c'est devenu un frein pour certains jeunes. Ils ont tendance à voir aujourd'hui, moi en fait, j'ai fait des études de médecine. Donc, si ce n'est pas peut-être en qualité de médecin, je ne peux pas servir. Sachant que peut-être il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent à nous. Moi, je crois que le diplôme, c'est un papier. Ok. Ce sont les compétences qui pourront t'aider à faire quelque chose. On peut avoir les plus grands diplômes du monde. Si on n'a pas une compétence, ça ne servira à rien. Ouais. Moi, je suis ingénieur de télécom, mais à côté de ça, je suis animateur socio-éducatif. J'ai été formateur, j'ai fait beaucoup de formations au niveau des... J'ai formé beaucoup de jeunes au niveau des ONG et quelques projets
des activités. Donc, le diplôme, comme je l'ai dit, c'est un papier. Quand tu as les compétences qu'il faut, tu aimes ce que tu fais, tu vas t'en sortir. Donc moi, je crois que c'est ce qui a beaucoup prévalu à cette transition-là, d'ingénieur à professeur ou d'ingénieur à animateur. Ça n'a pas été difficile. Peut-être aussi il y a le côté héréditaire, parce que comme je vous ai dit à l'entame, ma maman est enseignante. Elle est enseignante, donc vous avez l'enseignement dans le sang. Donc c'est un peu ça, ça n'a pas été aussi difficile que ça. Ah ouais. Très jeune à gérer un établissement de la maternelle au lycée, on se demande vraiment c'est quoi peut-être les qualités requises ou quelles sont ces qualités que vous peut-être vous avez qui vous aident vraiment à bien gérer l'établissement pour ne pas que ça déraille. Bon, pour la gestion d'un établissement, il faut la patience, il faut la rigueur, il faut la reconnaissance des efforts des uns et des autres. Ok. Vous savez, seul on ne peut rien. Ouais. Peut-être aujourd'hui on dit je suis le proviseur, et derrière moi il y a une équipe. Pour la discipline de l'école, il y a un surveillant général. Et pour la gestion des élèves directement, des professeurs, il y a un censeur. Donc il faut être beaucoup patient. Il faut faire preuve de rigueur et savoir comment appliquer les textes. Ok. C'est cela. Également, il faut considérer les gens. Ouais. Le social, c'est important. Voilà. Parce que quand quelqu'un vient travailler chez toi, il se trouve qu'il n'est pas respecté, qu'il n'est pas considéré. Nous, en Djolo, c'est une famille. Ok. C'est une famille. Donc, tous les professeurs, quand tu viens, si c'est pas, on appelle quelqu'un proviseur, tu penses que c'est. En tout cas, c'est des amis qui sont là. Non. C'est une famille. Mais aussi, il y a les choses sont limitées en fait. Quand il s'agit du travail, chacun le fait. Ok. Quand il s'agit du social, on le fait. Donc voilà un peu comment on fonctionne. Donc le personnel, il est à notre disposition depuis des années maintenant. D'abord, on a enseigné ensemble. Ensuite, moi, je les ai gérés à travers le Sansola. Et maintenant, si on est promu proviseur, je crois que si je suis promu proviseur, ce n'est qu'une suite logique. C'est le même personnel que j'ai. Okay. Et moi, dans mon équipe, je peux vous dire que les 98%, okay, je crois avoir 48 professeurs pour le collège et le lycée. Les 46 sont des jeunes. Wow. Des jeunes hommes et des jeunes femmes. Mais l'école marche, il n'y a pas de problème, les résultats sont là, je crois, la discipline. Quand tu arrives là-bas à 8 heures, tu verras que oui, c'est une école. Ah. On a pris toutes les dispositions, tout le monde vient à l'heure, en tenue correcte, paire fermée, et puis les cours démarrent à temps. C'est intéressant ce que vous dites. Peut-être qu'on voit comparativement à certains établissements, nous voyons comment ça marche. Des autres côtés, peut-être, ce n'est pas une histoire peut-être de parler mal des autres établissements. Mais toujours sur la même lancée, aujourd'hui, on se demande sûrement, vous, à vous écouter, on sent que vous avez travaillé que dans le privé. Oui. Et de surcroît dans le même établissement, oui, pratiquement, depuis, oui, beaucoup plus dans l'unique établissement. Ce qu'on se demande maintenant, c'est peut-être quelle lecture vous faites aujourd'hui de ces enseignants-là ou de ces jeunes-là qui ne font que faire peut-être la course à la fonction publique. Est-ce que vous pensez que ça garantit tout ce qu'ils cherchent derrière ou ça garantit peut-être un épanouissement? Bon, moi je pense que la vie c'est une question de choix. Ok. Il y a certains qui pensent que pour réussir, il faut être à la fonction publique. Et il y a d'autres qui pensent comme moi. Okay. Et on peut réussir partout où on est. Il suffit de savoir se planifier. Okay. La planification est très importante.
tu peux gagner beaucoup. Si tu es mal planifié, tu ne peux pas joindre les bouts. Ok. Mais si tu es bien planifié aussi, je crois que tu pourras t'en sortir. Pour moi, la solution, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat. Ok. Il faut entreprendre. Parce que cette course à la fonction publique, c'est un peu pour cette retraite. Ok. Penser à la pension. Et pour avoir cette pension, il faut servir au moins 15 ans, si je ne me trompe. Ouais. Parce que même si tu es à la fonction publique, tu ne sers pas pendant 15 ans, tu n'auras pas droit à une pension. À une pension après. Ok. Donc, si on arrive à mettre quelque chose en place, moi en tout cas, ceux qui pensent comme moi, je crois que la solution c'est d'entreprendre. Ok. Et vous savez que dans aucun pays au monde, l'État ne peut employer tout le monde. Ah oui, carrément. L'État ne peut pas employer tout le monde. Donc Ah oui. le privé est là pour absorber beaucoup d'emplois. Ouais. Donc moi je suis de ceux-là qui sont rassurés, qui sont vraiment rassurés qu'on peut aussi réussir au public. Il faut juste savoir se planifier. Et vous avez dit, ok, il faut pas. Cette course-là, peut-être, il faut avoir servi 15 ans pour espérer avoir cette pension, minimum les 15 ans. Et vous n'avez servi que dans. Enfin, vous ne servez que dans le privé, je ne vais pas mettre ça au passé. Quel est peut-être ce secret que vous voulez partager? Certes, vous avez dit il faut entreprendre, il faut entreprendre. Mais vous, personnellement, les gens ont envie de savoir peut-être comment vous avez fait pour ne pas faire cette course-là que mes cousins de faire le cours de parenthèse sont en train de faire pour la fonction publique. Bon, vous savez, il faut rester en ville aussi pour faire certaines activités. Ok. Et tout de suite, l'État t'emploie, tu dois partir partout où tu seras muté. Ouais. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités en ville qu'on peut saisir, hormis les activités de l'école. Ok. On peut postuler à autre chose quand on est en ville et gagner sa vie. Mais quand tu es en campagne, où c'est toi, non seulement tu ne vas pas apprendre, tu ne vas pas progresser. Parce que imaginons, c'est toi qui as étudié plus que tout le monde là où tu es. Ok. Tu vas faire une concurrence avec qui? Ah ouais. Donc il faut rester là où il y a le combat pour combattre. Ah ouais. Donc moi je crois que je préfère rester en ville, me débrouiller ici. Et l'avenir nous dira la suite. Bon, mais vous êtes déjà resté en ville parce qu'après les études à l'université, vous êtes revenu à la baie. Vous avez commencé à servir. Oui. Que dans le privé, vous n'avez pas fait cette course-là. Mais derrière, vraiment, qu'est-ce que vous avez fait, peut-être parallèlement au service dans le privé, pour pouvoir tenir le cap et ne pas faire cette course-là que certains sont en train de faire aujourd'hui? Bon, moi la plupart du temps, comme je vous ai dit, je faisais parallèlement les activités des ONG, des projets, Ok. et parallèlement aux cours. C'est ce qui m'a toujours soutenu pour que j'arrive à joindre les bouts. Ok. C'est un peu mon petit secret. Donc, vous étiez organisation, association de jeunesse Oui. parallèlement. Oui. Très important parce qu'aujourd'hui, peut-être si on dit association de jeunesse, les gens peut-être ont une autre façon de percevoir cela. Ils pensent sûrement que c'est pour des petites organisations de concerts ou en rapport. Mais j'ai envie peut-être qu'on s'aligne pas sur votre passé en vous, mais toujours sur la question de l'enseignement. Aujourd'hui, si vous devriez peut-être, si vous devriez lancer un message, je vais dire, à un jeune comme moi qui cherche, peut-être à être dans l'enseignement, ce serait de procéder comment ou de faire quoi vraiment avant de faire ses premiers pas dans l'enseignement? Moi, je crois qu'il faut avoir toujours un mentor. Ok. Quand on n'a pas encore d'expérience, il faut s'approcher de ceux-là qui sont mieux imprégnés, Ok. qui maîtrisent mieux le terrain, tenir leur sac d'abord pour savoir ce qui s'y trouve. Ok. Et quand on aura
la formation requise, on va acquérir un peu d'expérience pour pouvoir commencer. Ok. Mais il faut toujours commencer par quelque chose. Ok. Tant qu'on attend, je crois qu'on va toujours continuer d'attendre. Ouais. Si on veut vraiment, il faut se lancer. Mais pas n'importe comment. On ne connaît pas, on veut travailler seul, ça va être compliqué. Ouais. Il faut donc s'approcher de ceux-là qui sont mieux expérimentés pour apprendre. Ok. Apprendre encore et apprendre. Ok. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un petit saut. Vous ne vouliez pas être dans l'enseignement, vous n'avez pas voulu être enseignant, mais aujourd'hui, vous vous retrouvez proviseur. Oui. Après des longues années à enseigner, à devenir censeur, vous vous retrouvez aujourd'hui proviseur. C'est quoi, peut-être comment vous vous sentez vraiment dans cette nouvelle fonction de proviseur? Après, bien sûr que quand vous vous souvenez un peu, vous n'avez pas voulu être professeur et vous voilà censeur et proviseur. Oui. Bon, moi je crois que c'est une question de destin. Ok. Ce métier-là, il m'a appelé. Je ne suis pas venu vers l'enseignement. Ok. C'est l'enseignement peut-être qui est venu vers moi. Je le fais avec beaucoup de fierté parce que je suis sur les traces de ma mère. Ok. Et cette femme, elle nous a beaucoup aidés. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à elle et à Dieu. Sans oublier bien sûr mon père, paix à son âme. Amen. Donc, c'est elle qui m'a poussé. Au début, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas facile. Ouais. Mais dès qu'elle m'avait dit, il faut que tu le fasses, j'ai compris que je devrais le faire. Et heureusement, comme vous l'avez dit, je suis parmi les jeunes proviseurs du pays. Ah oui. Donc, je crois que c'est lié à ces bénédictions et tout. Donc, je suis très fier d'accomplir cette mission. Ouais. Oui. Et sur la même lancée, jeune proviseur, surtout dans une fonction peut-être dans laquelle on voit beaucoup plus d'adultes, de vieux. C'est quoi peut-être, est-ce que, voilà, comment vous, en tant que jeune, parvenez, j'imagine que, enfin, vous avez dit que vous avez 48 professeurs, donc 46 qui sont jeunes, donc les deux autres, j'imagine que ce sont des doyens. Comment vous, jeunes, vous parvenez vraiment à gérer cela, sachant que certains, il y a le critère d'âge, le critère d'ancienneté peut-être dans le domaine? Bon, moi je vais dire que j'ai une grande chance. Ok. Parce que les doyens que moi j'ai avec moi, j'ai trouvé ces doyens-là dans cette école. Ok. J'ai toujours été en bas. Ok. En fait, je me suis soumis toujours aux plus âgés. Mais je vous assure, ce sont ces professeurs-là qui me respectent plus que les jeunes. Wow. Parce que comme on dit, le respect, il est réciproque. Ouais. Quand tu respectes quelqu'un, forcément, il va te rendre la main. Donc avec eux, je n'ai aucun problème. Ok. Aucun problème. Ils font bien le travail, ils respectent les principes, ça va. Oui. Et aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande fierté en tant que vraiment, que ce soit en qualité d'élève, d'étudiant, professeur, vous en tant que personne physique et morale, c'est quoi vraiment votre plus grande fierté? Bon, je suis très fier de rendre ma mère heureuse. Parce que ce que je fais, c'est ce qu'elle aime le plus. Et c'est grâce à cela que je me suis accroché à ce métier-là. Et je crois que Dieu est en train de guider mes pas pour que je réussisse. Donc ça, c'est une très grande fierté. Et le jour où on m'a installé à ce poste de proviseur, il y a eu des témoignages. Tout ce qui a été dit là-bas, je me suis dit, certes, c'est ce que je suis.
À chaque fois que je pense à ça, je me dis, waouh, je dois encore travailler beaucoup plus. Ouais. En fait, quand mon grand frère a pris la parole, j'ai vu mes larmes couler. Wow. Parce que ce qu'il a dit là-bas, c'était très, très émouvant. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, qui m'aime beaucoup et qui me respecte. Et il a réitéré devant tout le monde. Ça, c'est quelque chose que... Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de dire certaines mots. choses, ouais. Donc il a profité de cette occasion pour prononcer ces quelques mots qui m'ont beaucoup touché. Et quand je prends également l'intervention de M. Thierno Sadou, mon maître, ce qu'il a dit, c'est que je me revoyais tout petit quand il m'enseignait, jusque là où il a commencé à me donner les cours, jusque là où j'étais aujourd'hui. Wow. Il a rappelé lui-même comment est-ce que j'ai été pris, comment, voilà, il dit la vie, c'est un peu comme ça quoi, parce qu'au début il y avait une réticence, et finalement l'école se trouve dans mes mains. Vous voyez ce que la vie nous réserve. Ah oui. Donc, pour ça, je suis très fier de ça. Super. Et tout jeune, peut-être nous tendons vers la fin de ce podcast, mais tout jeune a un rêve. Oui. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu être pilote, mais jusque-là, je ne suis jamais monté dans un avion. Mais aujourd'hui, vous, c'est quoi ce rêve-là que vous aviez vraiment? Est-ce que vous avez pu atteindre ce rêve ou c'est encore sur des bonnes marches? Bon, moi, je rêvais travailler dans les grandes institutions. Ok. Être un grand fonctionnaire qui va se costumer très bien le matin pour aller au bureau. Peut-être que je ne travaille pas aux Nations Unies. Ouais, mais vous êtes déjà dans le bureau. Ça ne m'empêche pas de me costumer le matin et aussi d'aller à mon lieu de travail. Donc je crois que je n'ai pas perdu mon rêve, même s'il ne s'est pas réalisé comme je le souhaitais avec le rêve de tout gosse. Okay. Mais je pense que ça remet au destin. C'est un peu ça. Et si il vous était demandé peut-être quelle est peut-être cette difficulté-là ou cette réalité que vous avez traversée et que vous n'allez jamais oublier, qu'elle soit vraiment une bonne réalité ou une mauvaise réalité? Bon, moi je suis quelqu'un de nature à ne pas considérer trop les choses, quoi. Moi je banalise. Okay. Je me dis tout ce qui se passe, ça devrait se passer. Okay. Donc je banalise, je passe à autre chose. Voilà comment moi je perçois les situations. Je n'ai pas de regrets. Je me dis qu'à chaque situation, soit on réussit ou on apprend. Ouais. Soit on réussit, soit on apprend. Et c'est peut-être la fin de ce podcast. Monsieur Kiddi, merci de vous être prêté à nous. Mais avant peut-être de clore ce podcast, je voudrais vous poser deux petites questions. Et la première, ça va être une question. La deuxième, ça ne serait pas vraiment une question en tant que telle. Mais si aujourd'hui on comprend, à vous écouter, on sent que vous avez fait du chemin de Poreko, qui est un quartier préurbain, à la baie, de la baie à Conakry, pour enfin revenir à la baie et servir, ne pas peut-être tenter de faire comme tout jeune qui voudrait aller ailleurs, se chercher ou poursuivre les études, même si vous l'avez tenté après le bac. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est si vous devriez résumer peut-être votre parcours en 2-3 mots. Vous pensez que votre parcours, pour vous, il est quoi? Moi, je dirais que mon parcours est passionnant et il est inspirant. Parce que c'est pour dire qu'on peut réussir partout où on est. Il suffit d'aimer ce que nous faisons et de faire du sérieux, de se trouver les moyens pour aboutir aux objectifs.
Moi, je dirais que je ne regrette rien. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé dur pour l'être. Donc, je n'ai pas de regrets. Je rends grâce à Dieu pour toutes ses forces. Je salue ma maman de passage. C'est elle qui est vraiment mon modèle. C'est elle qui m'inspire. Et tout ce que je gagne ou je fais dans la vie, c'est grâce à elle. Donc, je suis très fier d'elle. Et je suis très fier d'être son fils. C'est très touchant ces mots et j'espère qu'elle va tomber sur ce podcast. Et peut-être votre dernier mot avant qu'on ne ferme portes et fenêtres de ce podcast aujourd'hui sur Inspiration face à la caméra, si vous voulez. Bon, mon mot de la fin, d'abord, c'est de vous remercier pour l'invitation et l'opportunité que vous m'avez offerte parce que c'est pas facile de parler de soi-même. C'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Je crois à travers votre plateau, les gens vont découvrir qui est M. Kindi. Peut-être on pensait qu'il a été parachuté. D'autres diront non, ceux qui le connaissent certainement. Je suis quelqu'un de très simple, de très ouvert, qui écoute beaucoup et qui prend beaucoup de temps pour agir. Donc je suis très content d'avoir honoré l'invitation et je vous remercie très sincèrement pour cette opportunité. De passage, je vais saluer tous ceux qui me reconnaîtront à travers le monde et à bientôt. Merci. Et si moi aussi je devais vous dire quelque chose, chers inspirateurs, vous l'aurez compris, voilà son parcours à lui. Il est parti d'un jeune élève de Port-Éco à un professeur dans un établissement privé, à un censeur dans ce même établissement et à devenir proviseur de ce même établissement sans jamais penser à la fonction publique. Ne vous tuez pas pour une course, fixez-vous, comme il a dit, des objectifs et trouvez-vous une bonne planification. Ce sont ces mots. Moi, si je devais vous dire quelque chose, si vous êtes de passage à la baie, que vous avez besoin de prendre une bonne bouffe, passez à la dibiterie Baye Frères et on se dit au prochain numéro. Peace.